matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. À la volée, donc, on continue cette émission spéciale pour la liberté d'expression, liberté de dire la vérité, comme a bien fait de le préciser Alexandre Cugnache d'Apreval. Alors, tout de suite, cette liberté d'expression mise à mal par la pensée totalitaire, on en parle avec mes deux nouvelles invitées. Je suis très heureuse d'accueillir. Alors, je vais d'abord faire une précision parce que je ne sais pas si je prononce bien votre nom, Maître de Araujo Requia. Est-ce que je fais la Jota ou est-ce que on fait un J comme à la française? Bonjour aux Bonjour. auditeurs. C'est de Araujo Requia. Ah ben voilà, j'avais tout Merci. faux. Et pardonnez-moi. Maître Il n'y a Virginie, pas de donc mal. de Araujo Requia. Voilà, je vais y arriver. Je sais pas pourquoi je voulais Merci. vous mettre une consonance espagnole. Et ensuite, donc vous êtes avocate au barreau de Paris et Ariane Billéran, que nous avions déjà eu le plaisir d'accueillir ici à l'antenne de Tocsin, philosophe, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie et auteur notamment de cet ouvrage important, Psychopathologie du totalitarisme aux éditions Guitre et Daniel. Alors, vous avez toutes les deux travaillé sur un journal dont on a reçu le rédacteur en chef et le fondateur, Slobodan Despot, il y a quelques instants, Antipresse, pour lequel vous avez travaillé sur cette question de la loi de programmation militaire, qui est, selon vous, particulièrement importante aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe et alors qu'aujourd'hui, finalement, en France, elle est passée relativement inaperçue. Et je pense qu'avec les dernières prises de parole d'Emmanuel Macron, qu'on va peut-être réécouter, Emmanuel Macron, depuis l'Élysée, qui nous annonce qu'il pourrait envoyer des hommes sur le front ukrainien, on peut s'inquiéter particulièrement. Alors, avant de vous donner la parole, je vais vous proposer d'écouter Emmanuel Macron qui nous parle d'envoi des hommes sur le front ukrainien. Sur la première question, tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les 2 années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais des tanks », jamais, jamais des avions, jamais, jamais des missiles de longue portée, jamais, jamais ceci, il y a 2 ans. Alors, au début de votre chronique, de votre lucarne Antipresse, vous écrivez « Cette loi et ses annexes procurent un certain malaise, pour ne pas dire effroi ». Pourquoi Je vais commencer par vous donner la parole, Ariane Billéran. Oui, merci pour l'invitation. On éprouve un certain malaise parce que, Maître Desarrojo va l'expliquer, il y a vraiment un caractère inédit sur le plan juridique dans l'histoire, mais il y a aussi, et c'est caractéristique du problème totalitaire, une novlangue, comme je le mentionne, c'est notamment l'emploi du mot résilience en lien avec la guerre, ce qui est assez particulier. Oui. C'est un texte qu'on a vraiment pris le soin d'étudier l'été dernier, qui prévoit une sorte de situation de guerre totale et permanente sur simple caprice du prince, en l'occurrence cet homme que nous venons d'écouter, qui simplement sur un état de menace pourrait déclencher n'importe quel type d'opération, et on verra jusqu'où s'étend le type d'opération, qui ne mettent pas nécessairement en danger la sécurité du territoire. Le terme menace n'est pas défini, donc on sait que les systèmes totalitaires fonctionnent à l'état d'exception ou à l'état d'urgence. On le sait, le régime nazi fut un état d'exception qui a duré 12 ans. Et avec cette nouveauté aujourd'hui, c'est que ce n'est plus simplement une urgence qui, elle, est incarnée dans cette loi par le Premier ministre, mais c'est une menace potentielle. C'est-à-dire que c'est la guerre permanente, parce que la menace, on ne peut pas l'écarter de nos vies, tout simplement. Et dans ce discours qu'on vient d'écouter, il y a un terme qu'il faut absolument entendre dans la novlangue totalitaire, c'est le terme dynamique. On se rappelle des plages dynamiques. Oui. Ce terme dynamique qui
qui vient du grec, qui signifie le mouvement. C'est un mot très important parce que le système totalitaire, il a besoin de mouvements permanents. Il a besoin de maintenir l'idéologie de façon permanente dans l'esprit ici des Français pour pouvoir asseoir son pouvoir qui sinon s'effondre. Donc la guerre dynamique, c'est la guerre permanente sous état de menace permanent, et nous verrons sans doute sur le plan juridique jusqu'où ça va. Et voilà, je vais laisser la parole surtout à Oui, Virginie. alors bien sûr, on va aller sur le point de vue juridique, mais d'abord rester un tout petit peu sur cette notion d'état de menace. Et vous dites rien qu'avec la menace, finalement, il veut, et il s'octroie le pouvoir de lever une armée, finalement, et déclencher une guerre. Et encore une fois, tout à l'heure, on parlait de Orwell et pensions qu'on ne pourrait jamais arriver à ce genre de situation. Cet état de menace permanent, mais flou, inconnu, ça fait toujours penser, par exemple, à Buzzati et le désert des Tartares, où on voit cette menace qui n'arrive jamais, toujours floue, mais qui imprègne une attente de quelque chose qui n'arrive jamais, et avec les hallucinations que cela provoque, etc. Donc, c'est vrai tout à l'heure, c'était intéressant, on disait avec ce Bonhomme Despote, il faut relire les romans pour mieux comprendre ce qui nous arrive. Et là, on est vraiment dedans, et c'est important de le souligner. Alors, venons d'abord sur la description, peut-être, si vous le voulez bien, exactement de cette loi de programmation militaire. Donc, juridiquement, qu'est-ce qu'elle comporte d'abord, et pourquoi est-ce dangereux? Donc, maître de Araujo Recchia. Merci de votre invitation déjà. Bon, je suis ici non pas pour propager la peur comme on a pu le voir depuis au moins début 2020, mais de donner voilà, quelques informations pour que les personnes puissent nourrir leur libre arbitre. C'est un exercice difficile de se faire parce que c'est sûr que ce que je vais vous dire n'est pas très agréable à entendre. Voilà, donc en fait, il s'agit à l'époque, nous avions vu dans le projet de loi un article 23 qui, dès mai 2023, nous a beaucoup préoccupés, et nous avons alerté en juillet sur la partie juridique. Il s'agit de l'article 47 de la loi du 1er août 2023 sur la loi de programmation militaire 2024. Et il s'agit donc d'un remaniement du régime juridique des réquisitions. Alors, qu'est-ce qu'on entend par réquisition? C'est quand même important de le rappeler, c'est un mécanisme dont dispose l'État pour obtenir, à défaut de tout autre moyen à sa disposition, la fourniture d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service par une personne physique ou morale, lorsque celles-ci ne peuvent être obtenues au moyen d'une négociation amiable ni par voie contractuelle. C'est important de le dire parce que tout le monde ne sait pas ce que ça signifie. Donc, on a entendu dire que c'était un simple du régime juridique des réquisitions qui existe depuis à partir de 1877, ça a été mis en place. Les réquisitions des personnes, c'était plutôt à partir de 1959. En réalité, si on regarde l'avis du Conseil d'État qui a été rendu en mars 2023 sur la base du projet de loi, il est bien clair qu'il y a un nouveau cas qui est prévu de réquisition sous l'initiative du président de la République. Et ce nouveau cas, c'est la menace de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Et ce qui est problématique, comme l'a dit tout à l'heure Ariane, c'est que cette menace soit actuelle ou, si elle n'est pas immédiate, seulement prévisible. Alors, vous l'avez très bien dit, déjà, bon, ça, c'est vraiment problématique, puisqu'on a sous la crise sanitaire en matière d'état d'urgence, a-t-on respecté le principe de proportionnalité? Est-ce que les critères étaient là pour mettre en place l'état d'urgence? On a bien vu que non, en réalité. Et ce qui est un problématique en matière juridique, et ça, c'est le Conseil d'État qui en parle dans un rapport que l'on a pu étudier, parce qu'on a regardé l'étude d'impact de ce projet de loi, les rapports sur la résilience nationale dont parlait tout à l'heure Ariane, et puis un rapport 2021 sur l'état d'urgence, sur la crise. Et il est bien dit
les auteurs du rapport disent bien que lorsqu'on est dans le cadre de déclarations faites par le président de la République, eh bien, il leur est très difficile après de rentrer dans ce cadre politique, et ils ont du mal à remettre en cause les mesures qui sont prises. Donc là, on voit quand même la gravité de cette mesure, de cette nouvelle mesure, puisque c'est à l'initiative du président de la République. On rappelle que les sanctions sont lourdes. Si on refuse de déférer à une demande de recensement uniquement des personnes, des biens et des services, qu'on refuse de répondre à une convocation pour des essais ou des exercices, qu'on refuse le blocage, c'est potentiellement 1 an de prison, 15 000 € d'amende. Et ça, c'est aussi une mesure nouvelle, cette sanction. C'est le gouvernement de Madame Borne qui a introduit cette information. Pour la petite histoire, les lois de programmation militaire, c'est quand même des lois voilà, pour prévoir de manière pluriannuelle les moyens de l'armée, etc. En général, on ne change pas le code de la défense. Et là, ça a été fait, en fait. Donc, il y a une anomalie déjà sur ce point. Donc, sur les sanctions, le fait juste de refuser le recensement ou d'aller faire des exercices, etc., c'est quand même déjà en prison et 15 000 €. Ouais, Et après, demande. si on refuse, ah oui, c'est grave. Et ça concerne donc le patrimoine des Français, leur vie et aussi les entreprises qui pourraient être réquisitionnées. Et si on refuse, deuxième effet, si on refuse d'être réquisitionné, si on refuse d'aller au front, c'est 5 ans de prison et 500 000 € d'amende. Donc c'est loin d'être anodin. Bien sûr. On parle quand même de réquisition en cas de menace actuelle ou prévisible et sous l'initiative du président de la République, sans véritable garde-fou. Puisqu'on a vu qu'en plus cette loi est passée au Parlement, 900 parlementaires qui ont été passés, je suis désolée, une des pires lois qui existent sous la Ve République. Parce que en fait, c'est l'emprise du régime totalitaire, l'emprise sur les corps, sur les biens. Vous avez très bien dit tout à l'heure ce qu'il en était de l'intervention du président de la République. Je rappelle quand même que lors des vœux du président de la République adressés aux Français le 31 décembre 2023, à 8 reprises, il a été question de réarmement, Oui. que dans le discours de Gabriel Attal, en réponse quasiment la déclaration de politique générale du 30 janvier 2024, à 14 reprises, il était question de réarmement. Nous avons assisté à un échange sur Twitter d'Emmanuel Macron, de Gabriel Attal et de l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Il a été question sans cesse d'allégeance. Emmanuel Macron, le 9 janvier 2024, œuvre de projet de réarmement et de régénération. Gabriel Attal, merci Monsieur le Président. Garder le contrôle de notre destin, libérer le potentiel français, réarmer notre Amélie Oudéa-Castéra, le 12 janvier 2024, au service du réarmement civique de notre jeunesse, etc. Réarmement démographique, la généralisation de l'uniforme à l'école en 2026. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça? Parce qu'en fait, l'uniforme, en réalité, n'est pas une réponse à la baya, ou comme on a pu le dire. En réalité, l'uniforme était déjà prévu dans un rapport parlementaire qui s'appelle donc résilience, concernant la résilience nationale, puisque on parle beaucoup de résilience et de culture du risque, parce qu'on estime que les Français sont trop confortables et qu'il faudrait prendre l'exemple sur les Ukrainiens, malheureusement, qui eux sont très résilients et partent à la guerre, hein, voilà, Ouais, parce ouais. que voilà. Donc il faut prendre exemple sur les Ukrainiens, et ça c'est dans tous les rapports parlementaires. Et ce rapport parlait donc d'uniforme, et on voit que donc l'uniforme, c'est pour un début d'embrigadement des enfants. Un début d'embrigadement des enfants, c'est une certitude. Déjà, on voit que les uniformes sont mixtes, il n'est pas de question de féminité du tout, type à l'anglaise, ou etc. C'est vraiment des uniformes très pratiques, mixtes. On parle de classe de défense en 3e.
on parle d'endoctrinement, d'embrigadement des enfants dès le collège, dans les rapports. Rien n'est inventé, hein, tout est mis sur la table et tout est dans les rapports. On parle également de mettre à disposition les structures des casernes pour les civils, pour qu'ils puissent s'entraîner. Voilà, voilà. Et par ailleurs, quand on parle de territoire, au niveau territorial et au niveau des personnes donc qui sont visées, c'est en gros pour moi de 14 à 74 ans à des femmes enceintes et des personnes handicapées. Les femmes sont invitées fortement à rejoindre l'armée, donc c'est inédit, c'est Mmh. inédit, c'est vraiment la quasi-intégralité de la population qui peut être envoyée au front sur la base de ses capacités physiques ou psychologiques. C'est également indiqué dans les rapports, ce qui est extrêmement grave. Mmh. Au niveau c'est les résidents français ou les personnes de nationalité française qui résident à l'étranger. Hein, c'est pas question de fuir non plus. Vous dire, ah, vous cherchez votre patrimoine, puisque si vous désertez, en gros, les gens qui ont 500 000 euros de patrimoine, de toute façon, en France, il n'y en a pas tant que ça. Mais je veux dire, en gros, c'est une manière d'aller siphonner aussi la propriété Alors oui. des personnes. Oui, Voilà. il faut qu'on s'arrête là-dessus. Non, vous vouliez continuer? Parce que il y a plusieurs points absolument fondamentaux dans ce que vous avez expliqué. Il faudrait qu'on reprenne des points les uns après les autres. Mais est-ce que vous avez continué fini je veux dire, dans votre présentation générale? Je voulais juste ajouter une Allez-y, bien sûr. chose. Bien sûr, C'est bien sûr, que, on a le temps. je vous remercie. C'est qu'on a entendu Madame Borne, donc première ministre, nous dire que la patrie, c'était l'Europe, lors d'une Mmh. intervention en colloque Renaissance. Tout à fait. Et nous avons entendu Monsieur Draghi aussi nous dire que l'Union européenne devait devenir un État. Pourquoi je dis ça? Donc, ce texte donc parle d'accords internationaux, l'OTAN, et ça vise l'Union européenne. Nous avons l'amiral Ron Bauer du comité militaire de l'OTAN qui a fait une intervention extrêmement importante, qui a bien dit que les civils devaient parer. Voilà, donc quand on parle des accords internationaux, nous savons aussi que le président Macron vient de passer un accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine. Tout à fait. Donc on a bien des accords internationaux qui sont en train d'être mis en place. Et nous avons Et qui autre pourrait donc chose nous qui est entraîner dans la extrêmement guerre. grave. Oui. Mmh. Exactement. Donc on comprend bien que les frontières, ce ne sont pas les frontières de la France, ce sont les frontières de l'Europe. Vous imaginez qu'on peut Voire de l'OTAN. réquisitionner Voire de des l'OTAN. Français. Oui. Exactement, voilà, donc vous voyez que c'est extrêmement large, donc extrêmement dangereux. Mmh. Mmh. Parce que pour moi, c'est encore une fois, c'est inédit. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons en parallèle, et donc c'est une affaire de loquet les uns derrière les autres, nous avons une affaire de modification des traités de l'Union européenne, vous avez certainement entendu parler, et il est question en fait de transférer ou du moins d'avoir aujourd'hui des compétences partagées et non plus des compétences pour la politique étrangère et de défense, ce serait la souveraineté française normalement. Là, le changement des traités de l'Union européenne qui se profile, une compétence partagée pour le nouvel exécutif qui est actuellement Commission européenne. Et ce serait notamment sur la politique Oui. étrangère, la défense, la santé, l'éducation. Donc il y a aussi l'éducation à la sexualité, puisque on a beaucoup travaillé aussi sur le sujet, et tout est lié. Hein, on a bien compris que tout était lié. Donc c'est extrêmement dangereux. Heureusement, d'autres États de l'Union européenne s'opposent, parce que nous, en ce qui concerne le changement des traités, le Parlement français a accepté qu'on ait ce transfert de compétences et donc ce transfert de souveraineté. Mais c'est extrêmement dangereux parce que ça veut dire, d'accord, une commune, certes, bon, ça pourquoi pas, mais avec des décisions qui seraient Prises encore directement plus haut, et pour lesquels on ne vote pas. Voilà, donc vous voyez très bien les loquets mis en place. On n'en a pas parlé.
mais en réalité, c'est extrêmement important Oui. parce que, et voilà, donc en fait, et les décisions ne seraient plus prises à l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne, Oui, mais à la majorité ma qualifiée. majorité, tout à fait, on en a parlé, c'est gravissime. Mais ça, c'est Voilà pas encore ce que je passé, je voulais crois, mais vous. c'est en cours Non, de travail, oui. Alors, si on vous oui, résume on a de et la beaucoup de chance choses, ouais, parce que changement de traité, c'est aussi à l'unanimité pour oui. l'instant. Donc, il y a des États qui s'opposent, ce qui n'est pas le cas de la Comme France. la Hongrie. Beaucoup de choses, c'est absolument fondamental et merci, on a pris le temps de vous écouter, mais merci, c'était, en effet très, très important de développer tous ces points et qu'on comprenne vraiment. Alors, pour tout le monde, je vais faire un vaste résumé, on va reprendre point par point. On a compris un exécutif, c'est pas encore le cas, mais on voit que c'est la tendance, qui nous sera plus, nationale, mais supranationale et pour lequel d'ailleurs on n'aura plus aucune mainmise puisqu'on ne pourra on ne vote pas, pour, la Commission européenne comme vous le savez bien avec Ursula von der Leyen. Donc ça, c'est une première chose et puis quand on voit les prises de décision d'Ursula von der Leyen, on peut s'inquiéter. Ensuite, les frontières, de notre, on va dire de notre, du camp qu'on souhaiterait défendre en cas de menace, sont extrêmement larges, comme vous l'avez signalé. Il ne s'agit pas d'une menace contre la France, mais d'une menace soit contre l'Europe, soit contre l'OTAN, si on considère puisqu'on est lié par l'OTAN. Deuxième chose, évidemment, donc les modalités de cette loi qui sont gravissimes, qui ont été passées et qui donc montrent la- les menaces en cas de enfin même pas les menaces, les peines de prison en cas de refus d'aller sur le front. Donc on voit que c'est coercitif. Et enfin, le plus inquiétant évidemment, c'est cette notion très floue de menace actuelle et prévisible, comme vous l'avez souligné. Donc tout ça est gravissime. Et je voudrais qu'on reprenne un peu point par point, mais peut-être un point qu'on n'a pas beaucoup développé, mais qui est aussi, vous avez dit, tout est lié. C'est en effet très intéressant, le fait de comprendre peut-être que l'éducation à la sexualité fasse partie cette nouvelle production de cerveau malléable. Euh, mais je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur la réquisition, les réquisitions. Donc réquisition des hommes, évidemment, c'est ce que vous avez dit, et réquisition aussi du patrimoine et des entreprises. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus? C'est-à-dire quel patrimoine? C'est-à-dire on peut réquisitionner quoi exactement en fait? Votre maison, enfin votre propriété privée? Eh bien, oui, oui, il est possible. On a cette histoire aussi des migrants, en fait, qui sont relocalisés dans les campagnes, etc. On peut imaginer beaucoup de choses aujourd'hui, en fait, puisque c'est sur les accords internationaux, la défense, et quand on voit dans les rapports, la défense, c'est beaucoup. C'est un large spectre. On parle d'écologie, on parle de désinformation, on parle de énormément de choses. Donc en fait, jusqu'où irons-nous dans les réquisitions si, on nous dit, eh bien pour pouvoir, reloger, personnes, qui ont souffert, de catastrophes, écologiques, eh bien, il faudra que vous concédiez une partie de votre domicile. On ne sait pas. Il y a de toute façon des règles de réquisition préfectorale. Et Alors, ça pourrait pourquoi ne rentrer pas dans le aller plus champ loin? de cette loi, ça. Vous considérez que comme ça fait partie maintenant, ça a été intégré dans ce vaste domaine de la défense, l'écologie et pourquoi pas les traités migratoires, que donc tout ça pourrait eh bien, être utilisé comme levier pour réquisitionner des entreprises ou des propriétés privées. Ou- Oui, 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 et puis les entreprises aussi parce que bon, il est question aussi de lutter contre la désinformation, de la cybernétique, de tout un tas. C'est vraiment extrêmement large en fait. Quand on parle défense, on a vraiment l'impression que voilà, c'est les stratégies, ce sont vraiment les besoins, militaires. Mais en réalité, quand on regarde maintenant le spectre de la défense et les moyens militaires sont vastes. On l'a vu dans l'accord passé avec l'Ukraine.
On peut très bien réquisitionner tout un tas d'entreprises et effectivement des biens aussi, des biens. Il y a deux moyens de les réquisitionner, enfin deux moyens. Soit vous les réquisitionnez pour des besoins que vous aurez estimés convenables et proportionnels pour lutter contre la menace, soit la personne ne souhaite pas se soumettre à cette réquisition et donc par le biais de l'amende, vous Mmh. lui prenez quand même la propriété. Mmh. Donc vous voyez qu'il y a deux manières là de porter atteinte aux droits de propriété. En ce qui concerne les entreprises, ce sont les entreprises qui sont domiciliées en France, pas des entreprises de résidents, de nationaux français résidant à l'étranger. Non, ça c'est vraiment Plus les compliqué entreprises pour eux, françaises. forcément, ouais. Oui, plus compliqué. Alors, ce qui est intéressant, en effet, dans ce que vous dites, c'est qu'on comprend, et je vais me tourner vers Ariane Billéran, que on entend loi de programmation militaire, mais en fait, à travers cette loi de programmation militaire, il y a la possibilité de déclencher une guerre et de nous forcer à aller sur le front. Première chose, mais deuxième chose, et finalement c'est peut-être plus sournois, de comment dire, cette obligation à aller dans le rang au niveau national, et à se ranger dans le rang, et pour toutes ces personnes qui d'une façon ou d'une autre, s'y refuseraient, puisqu'on a vu que finalement le domaine de la menace est très large, eh bien, elle pourrait également donc être soumise, aller en prison ou avoir des réquisitions, etc. Donc on a ces deux plans, ces deux axes d'inquiétude, en fait, sur cette loi de programmation militaire et sur la guerre, la véritable guerre militaire, et puis sur ce qui est le sujet de notre émission aujourd'hui, sur cette forme de totalitarisme de la pensée, et ce totalitarisme total, là, pour le coup, pas que de la pensée, mais aussi de nos actes, de la personne, qui se met en place. Et en effet, comme on le découvre ici avec vous, et je pense que c'est absolument fondamental ce qu'on découvre avec vous aujourd'hui, cette loi de programmation militaire est un outil monstrueux pour cela. Et je voudrais rappeler d'ailleurs à ce sujet, alors, sur l'axe militaire, qu'on a entendu, alors vous allez nous dire, peut-être Ariane Billéran en premier, si finalement on doit plus s'inquiéter aujourd'hui d'un possible déclenchement de guerre par Emmanuel Macron face à un ennemi qui nous serait nommé, donc ici la Russie, ou au contraire l'utilisation d'une menace grise, qui est assez malléable, et qui finalement permettrait tous les jours d'exclure en tout cas les résistants à la politique nationale. Et au sujet de la guerre et de l'affront militaire, je précise, on a entendu tout à l'heure Emmanuel Macron. On a entendu aussi d'autres personnes, notamment Bernard Kouchner, expliquer que oui, il était favorable à l'envoi des troupes donc françaises sur le sol ukrainien. Et il a dit c'est pas facile à dire et ça va coûter des sacrifices. Voilà, pour revenir sur l'histoire de la résilience aussi. On est vraiment ici dans le vocabulaire de c'est pas facile, on va souffrir, mais il faut y aller. Donc ça, c'est sur le côté militaire. Ariane Billéran, à votre avis, quel est le plus inquiétant? Est-ce qu'on nous... hier, on avait déjà une émission sur le déclenchement d'une guerre possible, et en tout cas les paroles d'Emmanuel Macron qui sous-entendent qu'on peut envoyer des Français sur le sol ukrainien et donc s'engager dans la guerre. On serait clairement co-belligérants. Et nos deux analystes expliquaient que c'était peut-être aussi une façon de faire diversion sur ces difficultés en France. Et donc, dans cette diversion aussi, animer un ennemi, on connaît bien la méthode, un ennemi extérieur permettrait aussi d'éliminer les ennemis intérieurs. De quoi faut-il le plus se méfier, à votre avis? Enfin, quel est le plus réaliste aujourd'hui? À mon avis, c'est simplement une question chronologique. C'est-à-dire que les opposants vont être éliminés pour pouvoir ensuite avoir les mains libres pour les projets guerriers. Ma réponse, elle n'est pas juridique, hein. Elle est au niveau de la psychopathologie et de la philosophie, mais je voudrais simplement, et Virginie complétera certainement, rappeler aussi que bien sûr qu'il est question de l'OTAN, de Washington, et de servir tous ces projets et de lutter contre les campagnes dites de désinformation, et s'il en est question dans cette loi.
mais aussi il est effectivement question de démographie, de santé, de climat, enfin de tout un tas de choses qui, a priori, ne menacent pas directement la sécurité nationale. Donc, on voit bien que c'est un document fourre-tout qui va faire du dicton traditionnel si vis pacem, para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais là, en fait, c'est si tu veux la paix, fais la guerre permanente. Voilà, c'est ça. Et c'est tout à fait en lien avec le système totalitaire. J'en avais parlé en 2020. En 2020, j'avais expliqué que toute cette affaire nous mènera à la guerre. Pour la simple et bonne raison que tous les systèmes totalitaires finissent en guerre parce que on est relié sur le plan collectif, et comme j'en ai parlé à maintes reprises, à une psychose paranoïaque. La paranoïa, c'est guerrier. Et cette manifestation guerrière, ou cet entraînement vers une destruction totale, un projet de destruction totale, effectivement, sert à couvrir les crimes des gouvernants. Il est très clair que la paranoïa, et ça j'en ai parlé dans le livre Psychopathologie de la paranoïa, est liée à une culpabilité réelle. C'est-à-dire que c'est une pathologie qui se déclenche parce que on a un sentiment de culpabilité sur une culpabilité réelle, des actes coupables réels. Donc on voit bien que là, il s'agit d'une fuite en avant de gouvernants qui ont quand même des responsabilités et des points sur lesquels nous aimerions avoir des voilà différents retours par rapport à ce qui s'est passé notamment depuis 2020, et donc il n'y a plus que cette fuite en avant. Et cette fuite en avant, elle est dans cette domination totale. Il ne faut pas oublier non plus que dans l'ambition totalitaire, c'est une ambition de domination totale, c'est-à-dire il y a une expansion. Il y a une expansion voulue dans ce type de régime politique qui est une expansion géographique. Or, on sait que le projet européen aujourd'hui, il est de cette nature, c'est-à-dire qu'on va aller faire la guerre un peu partout pour pouvoir promouvoir une idéologie qui est à caractère, qui est une ambition de déploiement mondial. Voilà. Et peut-être pour rajouter un petit élément, parce que effectivement, je travaille le sujet depuis 2017 sur la standardisation sexuelle des enfants par l'OMS. Oui. Tout ceci est lié parce que alors, si vous voulez fabriquer, oui, parce que tout simplement, je me suis demandé quel était l'autre régime qui avait mis en place l'éducation sexuelle. Est-ce qu'il y avait d'autres régimes politiques qui avaient mis en place une éducation sexuelle de cet ordre? Eh bien oui, le régime nazi. Voilà. À partir de 1935. Éducation sexuelle, comme ça. On a un ouvrage de Hans-Peter Bleuer qui s'intitule Sex and Society in Nazi Germany, qui évoque cette affaire. Et puis on a un autre régime antérieur, effectivement, qui donc ça c'est d'autres références, mais au niveau de Sparte et de la nécessité en réalité de traumatiser sexuellement pour créer des guerriers. Donc c'est tout aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier endoctrinement qui est de nature traumatique, qui est une sorte de MK-Ultra traumatique sur toute la population. On a des témoignages absolument effroyables, mais qui correspondent en fait à ce qui est écrit dans les textes. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est que tout est écrit. Et il y a juste qu'à lire les textes officiels. Et donc, le totalitarisme prolifère sur notre paresse à ne pas lire ces textes, mais tout est absolument écrit. Et donc, on va avoir donc école maternelle, puisque ça commence à l'âge de 2 ans, dans Aide-Sens pour la France, le dialogue avec l'enfant qui ne sait pas parler sur la sexualité. Donc, plus école primaire, je ne sais plus combien il y a de sessions prévues, mais c'est épouvantable. Et ensuite, on a l'endoctrinement prévu dès le collège concernant la guerre. Donc, comme l'a expliqué Virginie Dervojo, on a aussi dans les réquisitions des piscines, des gymnases. Enfin, c'est un texte délirant, c'est un texte fou. Je suis obligée de le dire, c'est un texte paranoïaque qui nous entraîne dans un théâtre de guerre permanente. Voilà. En parlant, puisque vous parliez des témoignages justement de l'éducation des plus petits à cette éducation sexuelle, on en a déjà fait plusieurs émissions, mais c'est toujours plus grave chaque jour, chaque témoignage.
Et là, SOS Éducation, qu'on connaît bien et qu'on suit beaucoup, qui travaille très bien sur ces questions également, et qui fait la vigie de ce qui se passe dans les écoles, a donné ce témoignage d'une grand-mère qui a appelé donc SOS Éducation. C'est tombé hier, hein. Elle venait de récupérer son petit-fils à l'école maternelle, hein, et elle a compris que son petit-fils était très perturbé. Il lui a dit qu'à l'école, il avait fait un moulage fait en classe d'un zizi de fille avec le clit au truc. Voilà la phrase exacte de l'enfant. Vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Donc, bon, je voudrais pas qu'on s'éloigne du sujet, mais tout de même aussi, maître de Arrojo Recchia, si vous voulez bien nous dire aussi, que vous disiez tout est lié. Pourquoi, selon vous, également, c'est lié? Et puis après, on va revenir sur toutes les questions que j'ai abordées avant, et cet axe de guerre extérieure et guerre intérieure. Oui, je vous remercie. Ce qu'Ariane vient de dire est extrêmement important puisque on voit là le travail sur l'enfant, hein, qui est une cible. On le remarque notamment durant le second mandat d'Emmanuel Macron. Quand on vous dit que tout est lié, c'est que il y a d'autres cas de réquisition lorsqu'il y a une menace et notamment en cas de besoin de protéger la population, etc. Donc on a aussi le traité pandémie de l'OMS, une santé. Donc ça aussi c'est Oui, complètement le délire mondialiste totalitariste et en fait c'est également donc la santé est également visée donc tant du point de vue à l'international au niveau de l'OMS qu'au niveau de l'Union européenne puisqu'ils veulent une compétence partagée, savoir pas de compétences en matière de santé pour l'Union au niveau de l'Union européenne. pour le Et moment, durant oui, la oui. crise, il y avait Mmh. également une sorte d'illégalité Oui. à ce niveau-là, Mmh. puisque c'était de la compétence uniquement des États. Et donc, en fait, vous avez ces modifications de traités pour un fédéralisme au niveau de l'Union européenne et donc une absorption de souveraineté au niveau régional, donc, et puis une absorption de, de la souveraineté aussi des États par le biais de ces traités, notamment de ce traité pandémie de l'OMS. Donc, on voit qu'il y a tous ces loquets qui sont en train d'être mis en place et sachant que le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé, Monsieur Rousseau, avait également validé pour la France ce traité pandémie. Donc pour nous, c'est une vraie passoire au niveau français. Le Parlement laisse passer au niveau des lois uniques que l'on vient de voir, au niveau de ce qui est proposé pour l'Union européenne et au niveau international concernant l'OMS et ses lobbies. Mais là, l'OMS, bien, toutes ces questions d'éducation à la sexualité, et Ariane et moi avons notamment écrit des ouvrages sur le sujet, protection, en ce qui me concerne, protection des mineurs face au régime totalitaire, hein, éducation sexuelle et changement de mœurs. Donc, nous avons remarqué qu'il y avait vraiment ces liens. Et pour en revenir à cette loi, oui, nous avons vu un général au Royaume-Uni indiquer à la population qu'il fallait qu'elle se prépare. En Allemagne, de la même façon. En Suède, ils en sont déjà à prévoir les tentes et les lampes torches. Et ils sont en panique, hein. Il y a eu une question d'une journaliste suite à l'intervention de l'amiral de l'OTAN là, qui apparemment ils sont catastrophés. Et donc il y a à nouveau cette peur qui est mise en place. Et ce que vous disiez, vous avez raison, ça peut aussi alimenter une peur afin de faire oublier le contrôle social qui est en train d'être mis en place par le portefeuille numérique d'identité numérique et la monnaie numérique. Et aussi cette part de on siphonne les fonds publics que l'on envoie en Ukraine, ce qui est géré par BlackRock Oui, et en fait, précisons-le, qu'on envoie en Ukraine, mais qui reste pas longtemps en Ukraine, oui. voilà exactement. Et puis sur quelle base? Mmh. C'est d'ailleurs ce que le sénateur Huppert, je crois, a soulevé. Donc, et puis aussi, il a soulevé un point très très intéressant, cet article 20 du Pacte international des droits civils et politiques, qui indique qu'il ne faut pas faire la promotion de la guerre, en fait. Donc, ils sont dans l'illégalité à tous les points de vue, que ce soit au niveau national par rapport à toutes les lois de protection de la dignité humaine, de droit à la vie, de toutes ces choses, et qu'au niveau de ce qui se fait en matière de liberté d'expression,
de liberté d'opinion, voilà. Et ce que vous disiez par rapport aux opposants et dissidents politiques, bien ça, par exemple, les convocations dans les infrastructures militaires, dans la eh caserne. bien, oui, dans les casernes, quels seront ceux qui seront appelés en premier? Est-ce que, comme dans les régimes communistes, on n'aura pas des camps, en fait, tout simplement, puisque quelle sera la règle? Qui seront ceux qui seront appelés en premier, en fait? On n'a aucune garantie de quelque sorte. En rappelant que Monsieur Macron a dit qu'il était maoïste. Il a parlé de révolution Oui, c'est vrai. culturelle. D'ailleurs, c'est le titre de son ouvrage. Ouais. Voilà, Révolution. et qu'on rappelle que le régime communiste, c'est près de 100 millions de morts. Donc, c'est pas, voilà, il faut rappeler, parce que j'entends beaucoup fascisme, mais en réalité, l'idéologie là, elle n'est pas fasciste. C'est du nazisme et du communisme bolchevique. Voilà. Donc c'est important de le rappeler parce qu'il n'y a aucun problème à sacrifier des gens, en fait, là. On entend d'ailleurs, c'est ce que disait Ariane tout à l'heure, et également un psychiatre qui avait pu analyser un peu la personnalité de notre président et qui disait qu'en fait, il n'y a pas de morale chez lui, et donc on pourra envoyer les gens au sacrifice sans problème. Durant la crise sanitaire, on a bien vu qu'on pouvait utiliser des produits pharmaceutiques en expérimentation de masse sans aucun souci. Donc, Oui, et puis il ou faut que le les gens relient les Rivotril pour points les les uns aux personnes autres. âgées dans les EHPAD qui Voilà, les tuait plus vite. midazolam. Oui. Exactement, exactement. Tout se sait, tout est à la vue de tous. Il faut juste relier les points. Vous demandez, je parle aux auditeurs, mais si des personnes qui ont été capables de faire ça ne sont pas capables aussi de les envoyer au front, finalement, c'est vraiment une politique mortifère. Et c'est ce qui est constaté depuis maintenant au moins 2020. Et, alors, deux choses. La première, oui, politique mortifère, c'est certain. C'était d'ailleurs le titre de l'ouvrage que j'avais préparé, mais que j'ai jamais publié. Société mortifère, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je partais du constat que toutes les populations, les piliers de notre société, ce que j'appelle les piliers, donc justement les agriculteurs, la santé et la sécurité, se suicidaient le plus. Pourquoi ceux qui nous portent le plus se suicident le plus? Et à partir de là, en effet, on arrivait au même constat. Oui, est-ce que veulent-ils vraiment nous envoyer sur le front, ou est-ce que je reviens sur mon histoire, une espèce d'épouvantail pour régler et faire régner l'ordre à l'intérieur? C'est une question que je me pose. Oui. Les deux, vous pensez? C'est les deux. Ouais. C'est les deux. Je vais citer la résilience de la nation. Donc on comprend résilience, c'est la guerre, hein, d'accord. Sera d'autant plus forte que le citoyen sera considéré comme un élément de la réponse. Un élément de la réponse, c'est un citoyen sacrifiable pour tout. C'est-à-dire pour être à la fois se voir réquisitionner ses biens et se voir envoyer sur le front. Je crois qu'il faut aussi relier avec le discours qui nous a tous plus ou moins traumatisés de mars 2020 sur la guerre contre le virus. Il faut bien comprendre que c'est la même chose. C'est-à-dire que ça rentre aussi, en fait, dans cette... c'est tellement fou, quoi, que ça rentre aussi dans cette affaire. Donc, le citoyen, je crois qu'il est devenu un ennemi de cet État. Il est devenu un ennemi de ce système. Et comme tout système totalitaire, il est requis qu'il se sacrifie complètement à une idéologie qui est une idéologie de destruction et de domination totale. Parce que peut-être une question un peu naïve. Là, Ariane Béléran, je vous garde 2 minutes avant de redonner la parole à Maître de Arrojo-Recchia. Concernant justement, quel est l'objectif de ce pouvoir, si celui-ci est celui de la mise aux ordres des citoyens jusqu'à se servir de sa chair comme d'une chair à canon, etc. Quel est l'objectif final, finalement? L'objectif final, je pense qu'il faut considérer, je vais donner une opinion personnelle, hein, mais qui peut quand même se vérifier. Il faut considérer, par exemple, le gouvernement français comme un PDG ou un DRH d'une entreprise, mais dont les actionnaires sont derrière. Hein. Donc, les actionnaires sont ceux qui décident. Alors, qui sont les actionnaires ici?
je pense, une grande partie de cette dite élite mondiale. Donc, on a effectivement des figures connues comme Bill Gates qui s'occupe de la santé. On a aussi toute la figure de Rockefeller qui injecte des fonds un peu partout. Voilà, on peut réfléchir. Ça, c'est un travail journalistique à faire. Mais du point de vue décisionnaire, ils appliquent un programme. On l'a vu avec les autres gouvernements qui ont eu des politiques similaires depuis 2020, avec les cabinets de conseil, McKinsey, etc. Donc, il faut considérer les intérêts des puissants. Quels sont les intérêts des puissants, des tout-puissants, entre guillemets, de ceux qui confisquent en fait les ressources financières, les ressources tout court de la planète. Ils sont, et ils le disent eux-mêmes dans leur idéologie. Si on écoute l'idéologue Harari, on le comprend très très bien. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Vera Sharaban parle aussi de la nécessité pour ces puissants d'organiser une dépopulation savante. Mais il ne faut pas oublier aussi que la guerre, donc outre la dépopulation, ça entraîne une possibilité de contrôler les masses qui est extraordinaire parce qu'on met des individus dans un état de souffrance extrême, dans une désorganisation, dans un chaos qui est savamment mis en place de façon très intentionnelle depuis 2020. On a vu que tous les discours sur la santé, il y a du budget. C'est la question, c'est qu'il n'est pas attribué ni à la paix, ni à la construction de notre pays. Ça, c'est clair. Donc, l'idée, c'est d'asseoir un contrôle total avec un gouvernement mondial. Et pour ça, il faut passer par la casse-guerre. Et il faut aussi se rappeler que, comme je l'explique, la perversion est toujours l'adjuvante de la paranoïa dans le totalitarisme, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont c'est l'intérêt aussi très clair qui s'enrichissent à travers les guerres, qui s'enrichissent à travers le trafic d'armes, qui s'enrichissent à travers le trafic des enfants, le trafic d'organes, enfin tout ça, toute la désorganisation et le chaos qui est créé profite à certains. Donc voilà, il y a des industriels, à des capitalistes sans état d'âme. Voilà. Même question pour vous, Virginie de Rojo-Rica, concernant ce contrôle des masses. Finalement, quel est l'objectif, leur objectif final? Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Ariane. Nous voyons en fait dans les financements de ces organismes, ces organisations comme de type OMS, les flux en fait de personnes qui ont une histoire ou des parents eugénistes. C'est le cas de Bill Gates, son père est eugéniste. Les lobbies comme le planning familial international, c'est Margaret Sanger, eugéniste liée au Ku Klux Klan, au mouvement nazi. Si vous voulez, à chaque fois qu'on va creuser, on a Warren Buffett, Bill Gates, Rockefeller, Rothschild, on a toujours les mêmes en fait qui reviennent. À chaque fois que vous allez faire remonter les financements, voilà, et puis vous avez ce qu'on appelle entre guillemets l'État profond, mais bon, l'administration américaine avec CIA, FBI, eux-mêmes reliés à Rockefeller de toute façon. Et puis, c'est ce que dit aussi Ariane dans l'international. C'est l'international nazi, Ariane? L'international nazi, oui. On voit avec les affaires aussi Paperclip, des médecins nazis qui ont été récupérés par les Américains. Après, on se demande pas pourquoi est-ce qu'on a tout ce type d'expérience, ces opérations MK-Ultra, etc. Et tout ça, après rediffusé comme pour l'éducation à la sexualité, les travaux de Kinsey, c'est tout simplement financé par les Rockefeller. Et à chaque fois, on revient sur en lien avec les nazis. En lien avec les nazis. En lien avec les nazis, avec des expériences aussi dans les camps, donc sur des enfants qui venaient presque de naître, quoi. Donc, eh bien, ça s'est infiltré. Je sais pas, il y a certaines personnes. Pour prendre nos précautions ici, on va peut-être pas dire qu'il y a forcément un lien direct entre ces personnes et le nazisme, mais vous considérez qu'il peut y avoir comment dire, Pardon Clémence, mais il est avéré ce lien. Kinsey travaillait avec
von Baluseck, qui était un officier nazi que lui avait recommandé Rockefeller. Donc, c'est dans les travaux de la professeure américaine Judith Reisman, où elle apporte toutes les preuves, mais on a aussi des preuves journalistiques qui reconnaissent l'apport, par exemple, de cet officier nazi aux recherches de Rockefeller. Donc, c'est tout recherche de Rockefeller, recherche de Kinsey financée par Rockefeller. Donc Oui, tout est traçable, si ce n'est qu'en français on a très peu de choses, c'est toujours pareil. Et le français maîtrisant mal l'anglais, il ne fait pas ses recherches, mais tout ceci est documenté et sourcé. Et ça a sans fait compter, l'objet de dénonciations dans des journaux, sans des compter journaux ce tout qu'il y à fait a respectables. Allez-y, oui. les anciens officiers qui ont été repris à la tête de l'OTAN, des Nations Unies. Tout à fait. Ouais. Non, mais tout à fait, c'est connu. Puis nous, on avait reçu Pierre-Yves Rouget-Géron qui a publié dans ses éditions de nouvelles archives sur ces questions-là. Donc c'est fondamental et vous avez raison de le souligner. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on peut dire qu'une institution en soi est d'idéologie nazie parce que on a repris quelqu'un qui était sous le régime nazi? Je prends mes précautions aussi non, pour qu'on... l'idéologie, oui, tout à fait, Clémence. Ouais. Mais pardon, je vais rajouter quelque chose. L'idéologie, elle est présente et expliquée dans le documentaire de Vera Sharav, qui a été traduit en français et qu'on peut retrouver sur le site plusjamais.eu. C'est très clair, c'est la même idéologie. Donc à partir du moment où, de toute façon, vous retrouvez une idéologie qui est, il y a des surhommes, il y a des sous-hommes, il y a des citoyens qui ont des droits et il y en a qui n'en ont pas, il y a une obligation sur les corps, il y a des expérimentations à travers la médecine. Enfin, tout ceci, on peut le retracer du point de vue conceptuel. Et encore une fois, à la limite, ça n'a le seul intérêt là pour nous de dire ça, c'est pas, c'est de démontrer que nous sommes dans une filiation historique. Et ça me paraît très important parce qu'en réalité, cette continuité a permis d'asseoir des moyens beaucoup plus importants et colossaux de déploiement de cette idéologie qui a cette ambition de domination planétaire. Et c'est ce que nous avait dit Hannah Arendt. En 1945. C'est-à-dire, ne croyez pas que le nazisme est mort, il a une ambition de domination planétaire, il a simplement sacrifié l'Allemagne. Et nous avons été prévenus. Et c'est là où je crois que c'est important de le souligner, c'est derrière l'idéologie de la séparation entre les utiles et les inutiles. Et les inutiles, à minima, ils servent d'esclaves, de type d'esclaves à un capitalisme sauvage. Et à maxima, s'ils sont trop inutiles, on les élimine. Et c'est là où nous sommes, dans cette filiation conceptuelle. C'est là où je pense important. Non, c'est très important, en effet. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être à ce sujet, Maître Arrojo-Riquet, et puis ensuite, on va conclure aussi peut-être sur que faire aujourd'hui, à part signer la pétition Tocsin pour défendre la liberté d'expression, que faire aujourd'hui, enfin, je dis à part, c'est déjà fondamental, pour éveiller les consciences qui ne sont pas éveillées et puis nous lutter à notre niveau. Ce sera ma dernière question, mais peut-être vous vouliez rajouter quelque chose avant, Maître Arrojo-Riquet. Oui, je rajouterais juste un petit point sur la loi sur la fin de vie, quoi, qui nous remet sur la table ces questions d'euthanasie. Et c'était pareil, sous régime nazi, on avait aussi ces questions d'euthanasie. Et on voit très bien déjà au Canada des lois sur l'euthanasie pour les enfants un peu dépressifs, etc. Donc au bout d'un moment, il y a vraiment des questions à se poser, puisque rien n'est fait pour la vie et tout est fait pour mettre fin, pour y mettre fin, au contraire, quoi. Mettre Donc, fin aux inutiles, justement, là, enfin, inutiles entre guillemets, évidemment, pour reprendre le terme d'Ariane Billeran. Ouais. Oui. Alors, et sur notre conclusion, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, aujourd'hui, cette émission spéciale qu'on a voulu consacrer justement à ces droits que nous perdons et que nous devons prendre, comme l'a rappelé Alexandre Cuillage-Dapreval, il ne faut pas attendre et réclamer des droits, mais les prendre tout simplement. Comment faire pour prendre ces droits, ces droits à l'expression, à la vérité et puis, justement, notre liberté de refuser ce système. Je vous pose la question à chacun. Je commence par vous, Ariane. Oui, merci déjà de nous avoir invités et d'avoir consacré cette émission à ce sujet si important.
Nous avons affaire donc à une sorte nous avons affaire à un délire paranoïaque, comme j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'il y a une forme de toute puissance qu'on constate d'ailleurs dans les discours, c'est-à-dire que rien n'arrête, il n'y a plus de limites. Et donc, ce qui se passe, et c'est caractéristique de la psychose paranoïaque, l'absence de limites, c'est pour ça que d'ailleurs il y a une sorte de corps à corps qui est recherché dans l'affrontement, dans la guerre, dans la violence. Il est impératif que des limites soient rencontrées. Donc, c'est un petit peu comme si nous avions à la tête de l'État un enfant en bas âge qui n'a aucune limite et qui est dans cette tyrannie, dans cette forme de tyrannie. Or, la tyrannie ne prolifère que sur le territoire qu'on lui laisse. Donc, il est essentiel, et Hannah Arendt en parlait déjà, de maintenir, quelle que soit la difficulté que nous rencontrons, et Dieu sait si nous en rencontrons, et des représailles et des menaces, etc., mais de maintenir l'opposition et de la faire croître, parce qu'en réalité, quand cette opposition va disparaître, c'est là que nous allons découvrir le vrai visage de ce système totalitaire que pour l'instant nous n'avons pas vu. Je rappelle que j'ai dit dans 2020, nous étions à l'apéritif. Nous rentrons dans le menu principal. Et dans ce menu principal, il est vraiment important. Alors, je n'ai pas de solution, mais il est certain que si l'entièreté de la population prenait conscience et manifestait un non violent, parce que je pense que tous les passages à l'acte violent vont être évidemment utilisés en plus contre le peuple. Donc, à mon avis, c'est pas du tout la voie à suivre. En tout cas, je ne la conseille pas. Mais par contre, il me vient depuis quelques jours en tête tous ces immenses sittings qu'il y avait eu aux États-Unis pour l'arrêt de la guerre du Vietnam. Et il me semble qu'on est dans cette situation. C'est-à-dire que si, effectivement, il y avait une prise de conscience générale, eh bien, il y a quelque chose de l'ordre d'une désobéissance civile pacifique à mettre en œuvre. Voilà, tout simplement. En tout cas, important aussi, j'en parle souvent ici et ailleurs, de l'important du fait majoritaire et de comprendre peut-être que nous sommes majoritaires aussi à vouloir nous opposer. Alors, je vous donne le mot de la fin, Virginie de Arojo Rica. Merci beaucoup. Et merci aussi de m'avoir invitée. Moi, ce que je dirais, c'est que la population s'empare des affaires politiques de la cité une bonne fois pour toutes, et qu'elle nourrisse, et c'est vraiment fondamental, son libre arbitre pour prendre pour les choix à venir. Surtout ne pas laisser de terrain, on en a trop laissé. On ne le récupère pas. Donc ne pas aller plus loin en fait dans le laxisme et la passivité, parce que de toute façon on sera utilisé d'une autre manière. Donc autant le faire avec son libre choix. Et puis se réapproprier. On est là. On a fondé une association avec Ariane, Katia et Laurence pour pouvoir transmettre le plus possible à la population tant nos études en matière de psychologie, de philosophie que de droit, pour qu'on puisse mieux comprendre comment ça fonctionne, peut-être avec un autre point de vue. On n'est pas les seuls à faire ça, mais voilà, on donne ce que l'on peut pour que la population puisse se réapproprier voilà, l'agora. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci infiniment à vous de nous donner les clés justement et la nourriture intellectuelle pour nourrir et participer à cette agora. C'est absolument fondamental et c'est pourquoi aussi nous avons décidé aujourd'hui de quitter l'actualité pour nous poser et réaliser ce qui se réalise réellement et ce qui se passe réellement sous nos yeux en ce moment. Il est temps de se réveiller. Je vous remercie encore infiniment, Ariane Billéran, maître Virginie de Arojo Rica. Je vous renvoie donc notamment à cet article de Antipresse. Évidemment, Antipresse est toujours excellent. Et là, je crois, alors je n'ai pas le numéro d'ailleurs. Ce sont les numéros 415 et 416. Voilà, c'est ça, 415
415 416, c'était la lucarne. Et puis nous allons, faire paraître un livre aussi, Vers la guerre, pour interrogation, réarmer la France. Donc on est en train de terminer. Oui, et bien avec vous tous êtes les en plein éléments dedans. pour que les gens comprennent. Ouais. Merci en tout cas infiniment pour votre travail et merci aussi évidemment à tous ceux qui nous suivent ici en direct sur le Tocsin, sur le live de Tocsin, tous ceux qui parlent de nous aussi, tous ceux qui participent, tous ceux qui mettent les pouces, tous ceux qui nous font des dons pour qu'on puisse perdurer, et ça c'est absolument fondamental aussi parce que comme vous le comprenez aujourd'hui, notre liberté d'expression, la liberté des médias, la liberté de ceux qui pensent un petit peu différemment est de plus en plus en danger. Or il faut que nous nous réveillions tous aujourd'hui et que nous agissions tous. Nous agissons à notre mesure, d'autres, voilà, il faut en parler autour de vous, il faut arrêter le confort bourgeois des dîners de salon, plutôt éviter les contrariétés. Non, il faut vraiment y aller parce qu'aujourd'hui, ces libertés se perdent. Il faut réellement les reprendre aujourd'hui. C'est l'objectif de cette émission spéciale, c'est l'objectif également de notre pétition. Donc s'il vous plaît, partagez cette pétition. Il faut réellement aussi qu'elle fasse un électrochoc, une onde de choc pour que tout le monde se réveille. On a mis quelques exemples de cette accélération de la perte de nos libertés, mais évidemment vous avez bien compris que c'est un état en ce moment, un état de siège dans lequel nous nous enfermons et pour lequel il faut qu'on se réveille immédiatement. C'est l'objectif de Tocsin, évidemment, sonner un bon gros coup de Tocsin et se réunir tous derrière le Tocsin, et cela aussi dans la joie et la bonne humeur, c'est l'objectif. Je précise qu'on a déjà 600 signataires de la pétition, merci infiniment, alors qu'on vient à peine de la publier, mais surtout continuer, il faut qu'on arrive à 100 000 signataires pour faire entendre parler de nous vraiment au niveau national, et c'est notre objectif. Merci à vous tous, merci Tocsin, je vous dis à demain 7h30.